Entre 1936 et 1945, le Troisième Reich a impulsé un système de fortification souterraine sans précédent. Depuis les côtes atlantiques jusqu'aux montagnes de Silésie, l'Allemagne a excavé des bunkers capables de résister aux attaques aériennes, protéger des centres de commandement et abriter des industries complètes sous terre. Cette stratégie a transformé le sous-sol européen en un front parallèle, invisible mais décisif. À la fin de la guerre, une partie de cette infrastructure fut détruite ou démantelée. Une autre resta en dehors des registres officiels. Pendant des décennies, personne n'y retourna. Ce fut seulement au début du XXIe siècle que commencèrent à réapparaître des restes de ce monde occulte conservés sous terre avec une précision qui surprit même les chercheurs. Quel rôle allait remplir ce système si le Reich survivait? Pourquoi beaucoup de ces structures ne furent-elles jamais documentées complètement? Et que révèlent aujourd'hui les lieux qui sont revenus à la lumière? L'empire souterrain du Reich. Pourquoi Hitler a-t-il construit des bunkers cachés? Sous 3 mètres de sable danois, le temps s'était arrêté depuis 1945. Quand les tempêtes de l'hiver de 2008 frappèrent la côte de Houvig, les vagues emportèrent des siècles de sédiments accumulés, révélant ce que la nature avait occulté pendant plus de 6 décennies. Tommy Casso, un électricien converti en amateur d'histoire, fut l'un des premiers à descendre par les escaliers de béton vers ce qu'il décrivit comme le cœur d'une pyramide avec des momies autour. Ce qui émergea de ces dunes érodées n'était pas une découverte isolée, mais une fenêtre vers le projet d'ingénierie souterrain le plus ambitieux de l'histoire moderne. Entre 1936 et 1945, le Troisième Reich développa un réseau de bunkers souterrains dont l'échelle et la sophistication technique n'avaient pas de précédent en Europe. Ces structures, loin d'être de simples refuges, représentaient un système complet de commandement, défense, production et résistance face à l'offensive alliée. L'obsession nazie pour les infrastructures souterraines commença avec la politique de réarmement initiée en 1935. Sous la supervision de Fritz Todt et l'organisation Todt, furent planifiées les premières structures militaires défensives permanentes. La ligne Siegfried à l'ouest et les défenses à la frontière orientale marquèrent à peine le début d'une transformation radicale dans la stratégie défensive allemande. Le point d'inflexion arriva après l'invasion de la France en 1940. Hitler ne voulait plus simplement défendre des territoires. Il cherchait à créer un système de bunkers qui garantirait la survie de l'appareil militaire allemand en cas de guerre totale. En 1942, après la mort de Todt dans un accident aérien, Albert Speer assuma la direction du ministère de l'Armement et des Munitions. Avec l'augmentation exponentielle des bombardements alliés sur les villes industrielles allemandes, Speer ordonna la décentralisation radicale de la production armamentistique. La solution fut révolutionnaire, transférer des usines complètes au sous-sol. Ainsi naquit le concept de usine sous terre, structure cyclopéenne camouflée, imperméable, enterrée dans des montagnes, tunnels ou collines, capable de résister même aux impacts directs de bombes de haut tonnage. Le Reich avait décidé de parier sur une guerre souterraine qui changerait pour toujours le concept de fortification militaire. Le leadership technique du programme souterrain nazi reposait sur une hiérarchie clairement définie. Adolf Hitler agissait comme l'impulseur ultime de tout programme architectural et militaire du Reich. Sa vision stratégique était obsessionnelle avec l'idée d'un Reich millénaire capable de résister à toute offensive. Dans ses directives personnelles, il exigeait que les bunkers puissent opérer isolés, sans contact avec le monde extérieur pendant des semaines ou des mois entiers. Fritz Todt, comme ingénieur en chef du régime, conçut la structure centralisée de l'organisation Todt, l'entité constructrice la plus puissante du Reich. Sous sa direction, furent standardisés les plans des premiers bunkers de l'Ouest et furent définis les protocoles techniques pour la construction en terrain difficile. Ces manuels techniques établissaient des spécifications rigoureuses selon le niveau de menace de la zone et la fonction stratégique de chaque installation. Albert Speer hérita et étendit cette vision avec un pragmatisme industriel. Sa contribution la plus significative fut le transfert massif d'industries critiques sous terre. Ces instructions techniques indiquaient que chaque usine souterraine devait être autonome, électrifiée, protégée des attaques aériennes et connectée par chemin de fer avec le reste du Reich. Les ordres techniques étaient codifiés dans des directives écrites,
envoyés depuis le ministère de l'Armement aux ingénieurs de terrain de l'organisation Todt. La sélection d'emplacements pour ces bunkers souterrains suivait des critères techniques rigoureux développés par des équipes multidisciplinaires. Des géologues spécialisés, des ingénieurs militaires et des officiers de l'OT analysaient 3 facteurs critiques qui détermineraient le succès ou l'échec de chaque installation. La stabilité géologique constituait le fondement technique essentiel. Les régions avec des sous-sols calcaires ou de granit compact étaient les plus convoitées pour leur résistance naturelle à l'excavation et leur capacité de support structurel. Le massif du Harz fut sélectionné pour le complexe Mittelbau-Dora pour sa solidité naturelle, idéale pour excaver des galeries de haute résistance sans risque d'effondrement. En Autriche, le tunnel de Bergkristall fut excavé dans la roche dure pour éviter les infiltrations et garantir la stabilité structurelle pendant des décennies. Le camouflage naturel constituait le second pilier stratégique. Les zones boisées, montagneuses ou avec une végétation abondante offraient des avantages immédiats face à la détection aérienne alliée. En Pologne, l'emplacement du quartier général de Hitler, la Wolfschanze, fut choisi précisément pour son isolement géographique et sa couverture forestière naturelle. Ces zones réduisaient significativement la visibilité depuis l'air et compliquaient les opérations de bombardement de précision. L'accessibilité ferroviaire représentait le 3e pilier logistique fondamental. Tout complexe souterrain devait être connecté directement à un réseau ferroviaire existant ou planifié. Les entrées étaient conçues pour permettre l'accès direct de trains d'approvisionnement, comme dans la coupole ou dans le complexe d'Eperlek. Cela garantissait le transport efficace de matériaux de construction, machinerie lourde et postérieurement armement et personnel technique spécialisé. La typologie de bunkers du Troisième Reich se développa en 4 catégories principales, chacune avec une fonction militaire ou industrielle spécifiquement définie. Les bunkers de commandement servaient comme centre névralgique du haut leadership nazi. Le plus emblématique fut le Führerbunker berlinois, construit par phase entre 1936 et 1944, composé de 2 niveaux différenciés et protégé par des murs de 4 mètres d'épaisseur. Il incluait des bureaux exécutifs, des salles de réunion stratégiques, des dortoirs blindés, un système autonome d'eau et d'électricité. Les bunkers d'armement se spécialisaient dans l'assemblage, le stockage et le lancement d'armes stratégiques. Le Blockhaus d'Eperlek en France était conçu spécifiquement pour lancer des fusées V2 vers Londres. Sa couverture de 5 mètres de béton armé et l'intégration complète avec les lignes ferrées le convertissaient en un silo missilistique pratiquement impénétrable. La coupole et le Siracourt 5, un bunker, représentaient des variations techniques du même concept opératif. Les bunkers de défense côtière formaient partie intégrale du système de fortification du mur atlantique. La batterie Todd, près de Calais, était armée de canons navals Krupp de 380 mm dans des casemates renforcées capables de tirer jusqu'à 56 km, couvrant effectivement la Manche. Chaque bunker de défense incluait des dépôts spécialisés de munitions, des systèmes antiaériens intégrés, des radars de détection et des observatoires artillés. Depuis 1943, la priorité stratégique se centra sur les usines souterraines. Le transfert des industries clés vers des environnements souterrains se convertit en une nécessité existentielle pour le Reich. Le B8 Bergkristall en Autriche et Weingut en Bavière sont des exemples paradigmatiques. Ces usines occupaient jusqu'à 50 000 mètres carrés, construites en galeries avec des arcs de béton renforcés, capables d'abriter des lignes complètes de production d'avions ou de fusées. L'architecture souterraine nazie atteignit des niveaux de sophistication technique exceptionnels pour l'époque. Les structures se construisaient en suivant des manuels techniques standardisés et des directives spécifiques, selon le niveau de menace de la zone et la fonction opérative assignée. Les murs variaient en épaisseur depuis 0,5 jusqu'à 5 mètres, dépendant du type de menace attendue et de la criticité de l'installation. Dans les usines et bunkers de commandement les plus importants, le béton était renforcé avec de l'acier structurel, des mailles d'ancrage superposées et des couches multiples de protection. Dans le Führerbunker berlinois, la couverture atteignait 3 mètres d'épaisseur, protégée par une couche additionnelle de gravier et de terre pour amortir les explosions de grande magnitude.
Les systèmes de ventilation représentaient une innovation technique critique. Ils incluaient des prises d'air externes protégées avec des filtres spécialisés, des extracteurs électriques de haute capacité, des ventilateurs manuels d'urgence et des conduits de circulation verticale distribués stratégiquement. Quelques bunkers comptaient avec des systèmes de surpression interne pour éviter l'entrée de gaz toxiques ou contaminants en cas d'attaque chimique. Le design interne variait selon sa fonction opérative spécifique. Salles de cartes avec des systèmes d'actualisation, dépôts de munitions avec des contrôles de température, stations électriques avec des générateurs redondants, générateurs diesel de grande capacité, quartiers de communication avec des équipements chiffrés, postes de commandement avec des systèmes de coordination, dortoirs collectifs, cuisines industrielles, sanitaires avec des systèmes de traitement et même des cliniques médicales complètement équipées. Pour éviter leur détection depuis l'air, beaucoup de bunkers étaient couverts avec de la végétation cultivée, de la terre compactée et des structures fausses. Ils utilisaient des bâches mimétiques spécialisées, de la peinture anti-reflet, des toits végétaux qui imitaient la couverture naturelle et des routes fausses d'accès qui confondaient l'observation aérienne. Quelques-uns, comme ceux de la Wolfschanze, étaient conçus pour paraître de simples constructions rurales ou des entrepôts agricoles. Ce système souterrain constitua un réseau militaire stratégique construit avec la précision technique de l'appareil logistique nazi le plus avancé, conçu pour garantir la survie du Troisième Reich sous le feu ennemi, dissimulé à pleine vue et profondément enterré dans le paysage européen. Enterré vivant, le travail forcé derrière le béton. Derrière chaque structure cyclopéenne qui émergeait du sous-sol européen, se cachait une machinerie humaine de proportions dévastatrices. Entre 1943 et 1945, la construction souterraine du Troisième Reich se soutint sur les épaules de centaines de milliers de travailleurs réduits en esclavage, organisés dans un système administratif implacable qui convertissait la survie humaine en une variable économique mesurable. L'appareil nazi avait développé un réseau d'approvisionnement humain contrôlé par les SS, l'organisation Todt, et le ministère de l'Armement dirigé par Albert Speer. Les travailleurs étaient catégorisés selon l'origine ethnique, le statut légal ou la classification raciale. Chaque groupe avait des assignations spécifiques dans les projets souterrains, depuis l'excavation manuelle jusqu'à l'installation de systèmes électriques spécialisés. Les prisonniers de guerre soviétiques constituèrent le segment le plus nombreux de cette force de travail. Après l'opération Barbarossa, des dizaines de milliers de soldats soviétiques capturés furent transférés depuis des camps comme Stalag 3C directement à des travaux souterrains. Les registres de la Wehrmacht documentent que plus de 3 millions de prisonniers soviétiques passèrent par des camps nazis. Au moins un tiers périt dans la première année de capture et des dizaines de milliers travaillèrent dans des œuvres souterraines jusqu'à l'effondrement physique total. Les déportés politiques et résistants formaient un autre segment significatif de travailleurs spécialisés. Des citoyens français, belges, tchèques et polonais arrêtés pour des activités antigouvernementales étaient classifiés comme reclus de sécurité et envoyés à des camps comme Natzweiler-Struthof, Flossenbürg ou Mauthausen. Beaucoup étaient transférés depuis des camps vers des usines souterraines dans des wagons de charge scellés, sans ventilation ni aliments pendant des voyages qui pouvaient durer 48 à 72 heures continues. Les Juifs déportés représentaient la catégorie la plus vulnérable du système. Après l'intensification de la solution finale, des milliers furent sélectionnés dans des camps comme Auschwitz-Birkenau pour être envoyés à des travaux forcés dans des installations souterraines. Ils étaient considérés utiles jusqu'à l'effondrement et leurs conditions de travail étaient systématiquement pires que celles du reste des travailleurs, avec des rations alimentaires réduites et des châtiments plus sévères. Les travailleurs de l'Est, connus officiellement comme Ostarbeiter, incluaient des civils ukrainiens, biélorusses, polonais et baltes déportés massivement depuis leur village pour travailler dans des zones industrielles. Bien qu'initialement classifiés comme travailleurs civils, souvent leurs conditions ressemblaient à celles des camps de concentration, spécialement quand ils étaient assignés à des projets souterrains de maximum priorité stratégique. Les prisonniers de camps de concentration constituèrent le noyau opératif du travail esclave dans des complexes comme Mittelbau-Dora, Gusen et Weingut-Rhin.
Ils étaient gérés directement par les SS et leur espérance de vie comme main-d'œuvre dépassait rarement les 3 mois dans les conditions de travail souterrain les plus extrêmes. L'organisation du travail suivait une hiérarchie stricte conçue pour maximiser l'efficacité productive. Les superviseurs nazis étaient assistés par des kapos, prisonniers avec autorité déléguée, qui organisaient des groupes de 20 à 100 hommes appelés commandos. Ces groupes travaillèrent par objectifs spécifiques. Excavation manuelle, transport de matériaux lourds, cimentation avec du béton, installation électrique spécialisée, montage de machinerie industrielle. Le système de kapos créait une structure de contrôle interne qui maximisait l'efficacité tout en minimisant la supervision directe allemande. Mittelbau-Dora, inauguré en 1943, se convertit en le centre de travail forcé le plus représentatif du système souterrain nazi. Construit à l'intérieur du mont Konstein, dans le nord de Thuringe, son objectif était de produire des fusées V2 dans une usine secrète appelée Mittelwerk. À son point maximum opératif, plus de 60 000 prisonniers passèrent par le camp. Les conditions initiales étaient si brutales que pendant les 6 premiers mois, il n'existait pas de baraquement. Les prisonniers dormaient directement dans les tunnels, exposés à la poussière de roche, au gaz d'excavation et aux températures extrêmes qui fluctuaient selon la saison. Les documents des SS et de l'inspection des camps révèlent une mortalité de entre 200 et 300 internés quotidiens pendant les premiers mois de fonctionnement. Les morts étaient officiellement attribués à des effondrements physiques, des éboulements accidentels, des accidents avec des explosifs et l'asphyxie par des gaz, bien que les registres médicaux internes montrent que la malnutrition et l'épuisement extrême étaient les causes prédominantes de décès. Gusen Primeru 2 et 3, sous-camp administratif de Mauthausen, étaient directement liés à la construction du complexe Bergkristall à St. Georgenon der Gusen. Ce complexe souterrain était destiné à la production de l'avion à réaction Messerschmitt. Me 262. Bergkristall fut excavé sous une colline rocheuse et fut une des plus grandes œuvres souterraines du Reich. Plus de 50 000 mètres carrés distribués en plusieurs niveaux, accessibles par des tunnels ferroviaires qui permettaient le transport direct de composants. Les registres internes montrent qu'approximativement 8 500 travailleurs forcés furent utilisés dans sa construction. Les morts se produisaient par effondrement physique dû à l'effort extrême, travaux sans ventilation adéquate, éboulements de tunnels et maladies pulmonaires causées par l'inhalation de poussière de roche. La poussière de la pierre calcaire et l'absence totale de protection respiratoire provoquaient une pneumonie et une asphyxie progressive. Les travailleurs spécialisés, comme les physiciens, chimistes et ingénieurs, étaient sélectionnés spécifiquement pour leurs connaissances techniques, mais affrontaient les mêmes conditions létales que le reste. Weingut Priya, le projet pour une gigantesque usine de moteurs aéronautiques sous structure d'arcs de béton de 32 mètres de hauteur, exemplifie la brutalité systématique du système. Les travailleurs forcés devaient excaver des tunnels, verser du béton, transporter du fer structurel et monter les structures sans outils électriques modernes ou équipements de sécurité. Le tribunal de guerre de Dachau documenta en 1947 la mort de plus de 3000 prisonniers par épuisement et maltraitance, seulement dans la phase initiale de construction. Les journées de travail s'étendaient entre 12 et 14 heures continues, fréquemment sans pause pour le repos ou l'alimentation. À Dora, le système opérait en équipe double, tandis qu'un groupe dormait 4 heures, l'autre travaillait et puis ils échangeaient position sans transition. Il n'était pas permis de converser pendant le travail. Les ordres étaient transmis par les kapos au moyen de cris et l'interruption du rythme de travail pouvait signifier une rossée ou l'isolement dans des cellules souterraines sans ventilation. Les rations quotidiennes étaient calculément insuffisantes pour soutenir l'effort physique requis. À Bergkristall, il se documente que les prisonniers recevaient de la soupe aqueuse et 300 à 400 grammes de pain par jour. La perte de poids était dramatique. En un mois, un adulte sain pouvait perdre jusqu'à 15 kg. La malnutrition avancée convertissait les travailleurs en musulmans, le terme que les prisonniers utilisaient pour décrire ceux qui avaient perdu tout espoir et capacité de résistance physique. Le châtiment le plus habituel était le poteau, attacher le prisonnier par les poignets avec les mains vers l'arrière, suspendu par heure jusqu'à la dislocation d'épaule. Ils appliquaient aussi des coups de fouet mesurés,
réduction de rations alimentaires et exécution sommaire face au reste du groupe comme mesure dissuasive. Les SS documentaient ces châtiments comme mesures disciplinaires nécessaires pour maintenir la productivité de travail requise. La poussière de pierre et l'humidité constante généraient des maladies respiratoires chroniques. À Dora se détectèrent des dizaines de cas de silicose avancée entre des travailleurs qui survécurent plus de 6 mois. Les épidémies de typhus et dysenterie étaient fréquentes et délibérément ignorées par l'administration médicale du camp. 30% des morts à Mauthausen entre 1943 et 1944 s'attribuent officiellement à des maladies gastro-intestinales causées par de l'eau contaminée et de la nourriture en décomposition. Les SS tenaient un registre méticuleux de chaque travailleur, numéro d'identification personnelle, nationalité, productivité de travail, châtiment appliqué et date de décès. La WVHA classifiait les prisonniers selon leur capacité pour des travaux durs et les dérivait vers des projets spécifiques selon les nécessités de production immédiate. Il existe des ordres signés par Oswald Paul établissant des quotas de production, objectifs quotidiens et pénalités pour retard, impliquant directement les entreprises privées qui contractaient les services de l'organisation Todt. Le transport de main-d'œuvre entre camps et œuvres se réalisait dans des trains de charge adaptés. Des prisonniers sélectionnés à Auschwitz, Buchenwald, Flossenbürg ou Sachsenhausen étaient transportés dans des wagons scellés, sans ventilation ni nourriture. Les voyages pouvaient durer jusqu'à 72 heures. En arrivant, les corps sans vie étaient déchargés avec les vivants. Le stock humain se renouvelait constamment au moyen de transferts réguliers programmés depuis divers camps. Dans les semaines finales du Reich, beaucoup de ces transferts terminèrent dans les marches de la mort, évacuation forcée vers l'ouest sous des températures glaciales et sans aliments. En avril 1945, à Gusen II, plus de 5000 prisonniers furent forcés d'évacuer vers Mauthausen. Moins de 20% arriva vivants. Le reste mourut en chemin, fusillé pour avoir tenté de s'échapper ou abandonné par effondrement physique total. Chambre du châtiment, les armes secrètes du Reich. Tandis que les travailleurs forcés excavaient des tunnels dans les profondeurs de l'Europe, leurs efforts convergeaient vers un objectif terrifiant, la construction de plateformes souterraines pour les armes de vengeance du Troisième Reich. À mesure que la guerre s'intensifiait et Hitler commençait à souffrir de revers militaires décisifs, il ordonna le déploiement d'un programme d'armement conçu pour causer des représailles massives contre les civils alliés. Les Vergeltungswaffen n'étaient pas de simples artefacts offensifs, mais des composants d'un complexe réseau industriel et logistique profondément lié à l'ingénierie souterraine du régime nazi. Leur développement, stockage et possible déploiement nécessita la construction de bunkers colossaux en France, Belgique et Allemagne, dont les caractéristiques techniques révèlent un effort monumental en termes de design militaire, protection structurelle et capacité opérative. Le programme d'armes V fut officiellement lancé en 1942, quand le haut commandement allemand autorisa le développement de 3 systèmes de représailles différenciés par leur portée et méthode de lancement. Le F1, connu techniquement comme Fieseler Fi-103, était un missile de croisière propulsé par pulsojet, avec une portée maximale de 250 km. Il transportait une charge explosive de 850 kg et était lancé depuis des rampes métalliques montées sur des structures renforcées de béton. Le F2, dénommé techniquement A4, représentait le premier missile balistique opératif du monde. Il mesurait 14 mètres de hauteur, pesait 12,5 tonnes et atteignait des vitesses supérieures à 5700 km par heure. Sa trajectoire parabolique atteignait une altitude maximale de 80 à 90 km avant d'impacter son objectif avec une charge explosive d'1 tonne. La complexité technique du V2 nécessitait un stockage d'oxygène liquide cryogénique et des systèmes spécialisés de manipulation verticale. Le V3, connu comme London Gun, constituait le projet le plus ambitieux, un canon de longue distance composé de multiples chambres de détonation successives. Son objectif était de tirer des projectiles depuis le nord de la France jusqu'à Londres avec précision balistique au moyen de l'accumulation d'impulsions explosives secondaires. Le système nécessitait des tunnels inclinés de centaines de mètres excavés dans des collines calcaires. La coupole, construite dans une ancienne carrière de craie près de Saint-Omer,
fut planifié comme la base principale de lancement du 5-2 dans la région de Pas-de-Calais. Son élément le plus distinctif est une coupole de béton armée de 5,5 mètres d'épaisseur et 71 mètres de diamètre, sous laquelle furent disposés des tunnels ferroviaires, des dépôts spécialisés et des ateliers d'assemblage. Les galeries intérieures comptaient avec des systèmes de transfert ferroviaire interne, des espaces pour assemblage de missiles et stockage de combustible cryogénique. On prévoyait le montage de fusées en verticale dans des zones internes dénommées Gustav et Gretchen, conçues pour contenir des rails de support et des systèmes d'élévation de précision millimétrique. La structure incluait une station ferroviaire blindée capable de recevoir des trains depuis l'Allemagne chargés avec des composants de missiles. Le design permettait des opérations continues protégées de bombardements aériens intensifs. Le bunker de Siracourt, aussi connu comme site numéro 157, fut projeté comme un silo de lancement pour V1 avec capacité de préparer et lancer jusqu'à 36 missiles par jour. Sa couverture principale fut construite en utilisant le système de coulée par avance où le toit s'érigeait d'abord et puis la construction se poursuivait par en dessous. Cette technique, connue comme Verbunkerung, permettait de protéger l'œuvre de bombardement pendant son exécution. Le design était complètement symétrique et abritait des dépôts de combustible, des zones d'assemblage et des rampes de sortie orientées vers l'Angleterre. Les installations incluaient des ateliers de maintenance spécialisés, des entrepôts de pièces de rechange, des systèmes de combustible et des zones de préparation finale de missiles. La structure était conçue pour des opérations industrielles de lancement massif. Le blockhouse d'Eperlec, situé près de Saint-Omer, fut la première installation de grande échelle pour fusée Fait-2. Planifiée comme une usine de production, stockage et lancement, ces murs atteignent des épaisseurs de jusqu'à 7 mètres de béton armé. Le complexe incluait une station ferroviaire blindée interne, usine de production d'oxygène liquide, salle d'assemblage verticale, rampe de transport, chambre cuirassée et structures externes conçues pour résister aux impacts directs de bombes de 5 tonnes. La forteresse de Mimoyek représentait la matérialisation du concept V3. Conçue pour abriter l'arme de représailles la plus ambitieuse, elle consistait en un système de 5 tunnels de 600 mètres de long perforés dans une colline calcaire avec une inclinaison précise de 50 degrés. Chaque tunnel servirait comme canon souterrain pointant directement vers Londres, à 165 km de distance. Le design nécessitait des salles de rechargement, des tunnels techniques parallèles, des puits de ventilation profonds et des lignes ferroviaires pour transport de projectiles spécialisés. La couverture, renforcée avec du béton armé, atteignait jusqu'à 5 mètres d'épaisseur. Le plan original contemplait 25 canons, capables de tirer 600 projectiles par heure vers la capitale britannique. Les installations V furent conçues comme des usines militarisées, intégrées avec des systèmes techniques avancés. Dans le cas du V2, la fusée devait être transportée verticalement depuis la zone d'assemblage jusqu'à la plateforme de lancement au moyen d'élévateurs hydrauliques de précision. Les structures intérieures comptaient avec des systèmes de rails d'acier ancrés au béton, avec des points d'appui conçus pour tolérer des vibrations de jusqu'à 20 tonnes par impact. La production et stockage d'oxygène liquide était fondamentale pour le V2 puisque son moteur utilisait de l'alcool éthylique et l'ox comme propergol. Les installations incluaient des réservoirs cryogéniques enterrés avec isolation thermique de double chambre, chambres de refroidissement et stations de distribution blindées. La température de stockage devait se maintenir à moins 183 degrés Celsius au moyen de systèmes de réfrigération continue. Tant la coupole qu'Eperlec comptait avec des connexions ferroviaires internes protégées par des murs de 3 à 4 mètres, ce qui permettait l'entrée de trains de charge directement à l'intérieur du bunker sans exposer les missiles à l'air libre. Les wagons étaient adaptés pour supporter des fusées en position verticale et des pièces de rechange spécialisées. À l'intérieur des bunkers existaient des quartiers de commandement avec équipements télégraphiques, stations d'observation, panneaux électriques et salles de vérification balistique. Ces dépendances étaient isolées du reste du complexe au moyen de murs avec double blindage et portes d'acier massif. Les systèmes de communication permettaient une coordination directe avec le haut commandement à Berlin. Le développement de ces installations fut dirigé par une élite scientifique militaire. Le général Walter Dornberger, chef du programme A4,
fut le principal articulateur de l'usage de structures souterraines pour le lancement du Fait-2. Sous son commandement furent définis les requis opératifs des bunkers, comme la nécessité de stockage d'oxygène liquide, protection anti-bombe et circulation ferroviaire interne. Werner von Braun, ingénieur en chef de la base de Peenemünde, collabora activement dans le design technique des installations. Son expérience en balistique et aérodynamique influença directement les manuels d'opération où se détaillaient les conditions de température, pression et stabilité structurelle requises pour les missiles. Les documents techniques incluaient des spécifications précises de charges structurelles, diagrammes de ventilation et ordres logistiques pour les stations LOX. Malgré les ressources colossales investies, aucune de ces installations souterraines n'arriva à opérer pleinement. Tant la coupole que le blockhouse et Mimoyek furent bombardés systématiquement par la RAF et l'USAF entre 1943 et 1944 sous la dénomination Opération Crossbow. Les services d'intelligence alliés avaient identifié les emplacements à travers la photographie aérienne de reconnaissance et des rapports de la résistance française. Le blockhouse d'Eperlek fut sévèrement endommagé par une bombe Tallboy de 5 tonnes le 27 août 1943. L'usine d'oxygène liquide fut détruite et la couverture partiellement effondrée. Les structures de lancement restèrent inutilisées et le complexe n'arriva jamais à lancer des missiles opératifs. Les bombardements continus empêchèrent les réparations nécessaires. La coupole fut abandonnée avant son inauguration. Les systèmes intérieurs restèrent sans terminer et les accès ferroviaires résultèrent inutilisés par des bombardements précis. Les tunnels demeurèrent inondés et les installations d'oxygène liquide ne furent jamais activées. La structure de la coupole survécut, mais les systèmes opératifs internes restèrent détruits. Mimoyek fut partiellement inondé et effondré après les attaques massives de la RAF. On empêcha l'installation du système de tir du V3 et les tunnels inclinés restèrent bloqués par des décombres. Le projet fut officiellement annulé en juillet 1944 avant de compléter les installations de rechargement. Face à l'impossibilité d'utiliser ces structures fixes, les nazis optèrent pour utiliser des plateformes mobiles de lancement pour le V2, connues comme Meierwagen, opérées depuis des forêts, villages abandonnés ou champs improvisés. Cette alternative évitait la dépendance de bunkers statiques, mais réduisait drastiquement la capacité de stockage et logistique opérative. Entre septembre 1944 et mars 1945 se lancèrent plus de 3000 fusées V2 depuis des plateformes mobiles, causant plus de 5000 morts à Londres, Anvers et autres villes alliées. Cependant, les missiles n'arrivèrent pas à renverser la situation militaire du Reich ni arrêter l'offensive alliée. Les chambres du châtiment se convertirent en monuments abandonnés d'une stratégie échouée, témoignage de l'ambition technique nazie et de l'effectivité de la réponse alliée coordonnée. Tunnels oubliés, découvertes inattendues, décennies après. Pendant plus d'un demi-siècle, de nombreux bunkers, galeries souterraines et complexes enterrés du Troisième Reich demeurèrent cachés sous terre, sable ou végétation dense. Bien que des milliers furent démolis ou scellés après 1945, d'autres restèrent oubliés, camouflés sous la croissance naturelle ou simplement ignorés par les autorités locales. Depuis les années 2000, des avances technologiques révolutionnaires ont permis de localiser ces sites perdus, révélant des secrets qui avaient demeuré enterrés pendant des générations. En mai 2008, une série de tempêtes hivernales extrêmement fortes frappèrent la côte ouest du Jutland, Danemark, dans la zone de Uvig, proche de la mer du Nord. Comme conséquence du déplacement massif de dunes et l'érosion accélérée de la ligne côtière, restèrent exposés plusieurs bunkers du mur atlantique, préalablement couverts par jusqu'à 3 mètres de sable accumulé pendant des décennies. Ces bunkers formaient partie d'une ligne défensive construite par la Wehrmacht entre 1942 et 1944. Leur fonction originale était d'arrêter un possible débarquement allié sur le littoral danois, bien que la majorité n'entra jamais en combat réel. 2 enfants de 9 ans, explorant les dunes après la tempête, furent ceux qui notèrent d'abord des structures de béton émergeant du sable érodé. Tommy Casso, électricien local avec passion pour l'histoire militaire, fut contacté par les autorités et se convertit en un des premiers à descendre dans ces capsules du temps.
Il décrivit l'expérience comme « entrer au cœur d'une pyramide avec des momies autour ». Les bunkers se trouvaient dans un état de conservation extraordinaire, avec des lits métalliques, portes originales, systèmes électriques et objets personnels exactement comme ils furent abandonnés en 1945. L'équipe d'archéologues du musée de Rinköping-Skjern documenta rapidement les structures en utilisant des drones pour cartographie tridimensionnelle combinée avec des études stratigraphiques du sable environnant. Les premières images révélèrent des bunkers complètement équipés avec des uniformes pendus, bouteilles de schnapp à moitié finies, médicaments contre le gaz moutarde, livres, clés, marteaux et jusqu'à des timbres avec l'image de Hitler. Dans une seconde phase, on utilisa la technologie LIDAR montée sur drone pour identifier d'autres structures partiellement couvertes le long de 5 km de littoral. L'analyse révéla au moins 50 bunkers additionnels, dont 22 étaient complètement scellés sous des couches de sable compactées. Jens Andersson, curateur du musée Hans Tholom spécialisé en fortifications nazies, décrivit la découverte comme « unique en Europe » par le niveau de préservation d'objets quotidiens. Les bunkers se trouvent en propriété étatique sous la protection de la loi danoise du patrimoine culturel. Cependant, quelques-uns se trouvent dans des zones protégées pour des raisons environnementales. Toute intervention archéologique nécessite l'autorisation du ministère de l'Environnement. Depuis 2012, une partie du complexe s'est convertie en attraction touristique guidée, mais d'autres zones demeurent fermées par risque d'effondrement structurel. La redécouverte de la batterie de Mézy en France suivit un patron complètement différent. En 2004, le chercheur britannique Gary Stern, collectionneur de mémorabilia militaire, acquit un uniforme de vétéran américain dans une foire d'antiquités. Dans une des poches, il trouva une carte allemande détaillée qui indiquait l'emplacement d'un complexe défensif entre Grand Camp Mézy et la côte normande, marqué comme « zone de haute résistance ». Après avoir croisé l'information avec des photographies aériennes de 1944 et des cartes topographiques modernes, Stern localisa une zone boisée privée où les images satellitaires montraient des patrons anormaux dans la végétation. Le terrain appartenait à une ferme locale dont les propriétaires ignoraient complètement l'existence de tunnels ou bunkers enterrés. Après des mois de négociations légales, Stern obtint des permis pour excaver. Le processus d'excavation s'initia en janvier 2006 et se prolongea par plus de 5 ans. Le complexe découvert résulta être une des batteries défensives les plus grandes de la région de Normandie, la batterie de Mézy, qui avait été délibérément couverte avec de la terre après sa capture en juin 1944. Les excavations révélèrent 3 canons de 155 mm, bunkers de munitions, dortoirs, nids de mitrailleuses, un hôpital souterrain complètement équipé et un poste de commandement, tous connectés par plus d'1,5 km de tranchées renforcées. Stern utilisa le géoradar, magnétométrie terrestre et technologie LIDAR pour identifier des structures sous le manteau végétal qui avait grandi pendant 60 ans. Un des tunnels principaux fut localisé à 4,5 mètres de profondeur, complètement intact et encore scellé par une porte d'acier avec sa serrure originale fonctionnant. L'intérieur contenait des cartes d'artillerie, instruments de pointage, munitions sans utiliser et équipement médical en conditions opératives. La batterie de Mézy s'enregistra comme site historique d'intérêt national après des années de controverses avec le ministère de la Défense français, qui pendant des décennies avait ignoré ou minimisé l'importance du complexe. En 2007, Stern ouvrit le lieu comme musée en plein air, conservant la majorité du complexe dans son état archéologique original. En 2015, se formalisa son inclusion dans l'inventaire archéologique national français. La Wolfschanz en Pologne a expérimenté une nouvelle phase de découverte entre 2016 et 2023. Bien que partiellement détruite par les Allemands eux-mêmes dans leur retraite, de vastes sections du quartier général de Hitler restèrent cachées sous des couches de béton effondré, végétation dense et accumulation naturelle de terre et feuilles. Des équipes d'archéologues du musée d'histoire de Pologne et de l'université de Varsovie ont mené des campagnes systématiques pour cartographier les zones non documentées du complexe. On a employé la technologie LIDAR aérienne pour pénétrer la végétation de la forêt de Masurie. Les images permirent de détecter des anomalies linéaires et rectangulaires qui correspondaient avec des murs enterrés, fondations cachées et entrées scellées qui ne figuraient pas dans les plans allemands récupérés après la guerre.
Les archéologues utilisèrent des scanners de sol pour localiser des structures spécifiques et excavations manuelles sélectives en points stratégiques. En 2021, une des entrées découvertes conduisait à un escalier descendant qui fut partiellement dégagé, révélant du câblage électrique original et une porte blindée tombée mais intacte. Les tunnels connectaient des bunkers d'officiers SS avec des routes d'évasion non documentées. En avril 2024, pendant une excavation dirigée dans le secteur est du complexe, on trouva des restes humains incomplets, ensevelis sous les décombres d'un ancien poste médical effondré. L'analyse médico-légale réalisée par l'Institut médical de Cracovie détermina que les restes appartenaient à un homme de entre 35 et 45 ans, décédé entre 1943 et 1944 par trauma crânio-encéphalique. Avec les restes, on trouva des insignes SS et un porte-documents de cuir contenant des documents partiellement lisibles. Les méthodes modernes de découverte partagent des techniques archéologiques avancées qui ont révolutionné l'exploration souterraine. Le lidar permet de détecter des reliefs et structures enterrées sous des forêts ou dunes en utilisant des impulsions laser de haute précision. La photographie aérienne comparative analyse des images historiques de la RAF ou USAAF avec des images satellitaires actuelles pour identifier des changements de relief, lignes artificielles ou ombres structurelles anormales. Le radar de pénétration terrestre utilise des ondes électromagnétiques pour visualiser des structures sous terre jusqu'à 10 mètres de profondeur, dépendant de la composition du terrain. La magnétométrie détecte des altérations dans le champ magnétique causées par des structures métalliques, béton renforcé ou dépôts enterrés de grands volumes. Les témoignages de résidents locaux ont été fondamentaux. Récits de civils, bergers, paysans ou ex-soldats qui se souvenaient d'entrées cachées, sons souterrains ou anomalies du terrain. Les obstacles légaux et politiques compliquent significativement ces découvertes. Grande partie des terrains où se trouvent des bunkers appartient à des particuliers ou a été urbanisé. Les excavations nécessitent une autorisation légale complexe et fréquemment se génèrent des conflits par la titularité des objets trouvés. Beaucoup de sites sont dans des zones naturelles protégées pour des raisons environnementales, limitant les périodes d'intervention archéologique. La présence de munitions ou explosifs sans exploser difficulte l'accès sûr. Elle nécessite l'intervention d'experts en désactivation et des mesures de sécurité qui augmentent énormément les coûts d'excavation. Quelques gouvernements ont minimisé ou ignoré l'existence de certains sites pour des raisons politiques ou parce qu'ils ne figurent pas dans des catalogues officiels de défense. Dans ces cas, la reconnaissance du site comme patrimoine historique nécessite des années de documentation technique et pression académique. L'accès public à ces découvertes varie selon la juridiction locale. Au Danemark, les bunkers de Uvig sont partiellement ouverts au public avec des tours guidées, mais les zones les plus fragiles demeurent restreintes. En France, la batterie de Mézy opère comme musée privé avec accès régulé. En Pologne, les nouvelles sections de la Wolfschanze découvertes entre 2019 et 2023 ne sont pas ouvertes au public jusqu'à compléter leur étude structurelle et renforcement de sécurité. Le quartier du Loup, le refuge final de Hitler. Dans les forêts denses de Massurie, où les pins centenaires filtrent la lumière du soleil en patrons changeants, se cache un des centres de commandement les plus importants du Troisième Reich. La Wolfschanze ne fut pas simplement un bunker de guerre. Elle fut le cœur opératif depuis où Hitler dirigea la campagne de l'Est, le lieu où il survécut à l'attentat le plus célèbre de l'histoire moderne et le scénario de quelques-uns des moments les plus décisifs de la Seconde Guerre mondiale. Construite entre 1940 et 1941 dans la forêt de Gierwosch, près de la ville de Ketterzin, l'emplacement ne fut pas accidentel. Les planificateurs militaires allemands sélectionnèrent ce site en appliquant des critères stratégiques spécifiques. Terrain boisé qui offrait dissimulation naturelle contre reconnaissance aérienne, accès ferroviaire direct depuis Berlin sans escales intermédiaires, proximité au front oriental pour communication tactiques immédiates et isolement suffisant pour créer un périmètre de sécurité autonome de plusieurs kilomètres. Le complexe était organisé en 3 zones concentriques de sécurité dénommées Sperrkreise. Le Sperrkreis 1 constituait le noyau central, exclusif pour Hitler et son entourage immédiat.
Il contenait le Führerbunker personnel, les dépendances de Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Martin Bormann et Heinrich Himmler, en plus du bunker de conférence où se réunissait quotidiennement l'état-major pour réviser la situation du front. Le Sperrkreis 2 embrassait la zone opérative élargie. Ici se trouvaient les baraquements des officiers de l'OKW, quartier technique, station de radio de longue portée, salle à manger générale, centrale téléphonique avec connexion chiffrée, bureau de météorologie pour planification d'opérations et l'hôpital militaire équipé pour chirurgie d'urgence. Cette zone incluait aussi les générateurs électriques principaux et les usines de traitement d'eau. Le Sperrkreis 3 constituait la zone périmétrale défensive. Elle était composée de positions de défense anti-aérienne avec canons de 88 mm, barrières extensives de mines antipersonnelles, bunkers d'artillerie légère pour défense terrestre, postes de garde avec mitrailleuses et le système ferroviaire camouflé qui connectait avec le réseau national sans révéler la destination finale. L'infrastructure physique était imposante. Plus de 80 édifices fortifiés, incluant 50 bunkers de béton armés avec toits de jusqu'à 8 mètres d'épaisseur. Les édifications étaient camouflées avec des filets spécialisés, peintures anti-reflets et toits végétaux qui imitaient la forêt environnante. Le réseau électrique et de télécommunications fonctionnait complètement souterrain, invisible depuis l'air. Les systèmes de ventilation incluaient filtrage forcé et protection contre gaz nerveux pour les bunkers principaux. Les renforts antisismiques dans les toits étaient conçus pour résister aux bombes de pénétration de 2 tonnes. Le complexe incluait en outre 2 aérodromes secondaires dans les environs et une station ferroviaire interne qui permettait des voyages discrets entre Berlin et le quartier général. Adolf Hitler arriva à la Wolfschanze pour la première fois le 24 juin 1941, 3 jours après le début de l'opération Barbarossa. Pendant les 3 années suivantes, il passa plus de 800 jours dans le complexe, établissant un patron de permanence prolongé qui le convertissait en sa résidence opérative principale. Depuis cette base, il dirigea les opérations les plus critiques du front oriental. La coordination de l'avance allemande sur Kiev, Minsk et Leningrad se planifia depuis les salles de cartes de la Wolfschanze. La planification de l'offensive sur Stalingrad en 1942 se développa en réunions quotidiennes où Hitler recevait des rapports directs du front de la part de l'OKW. Les ordres stratégiques se transmettaient directement aux groupes d'armées centre et nord au moyen de systèmes de communication chiffrés. La coordination avec la Luftwaffe pour le déploiement de chasseurs nocturnes et bombardements tactiques se réalisait depuis la centrale de communication du complexe. Les réunions avec les chefs de SS, Himmler et Heydrich sur implémentation de la solution finale et déportation dans l'Est eurent aussi lieu dans ces installations fortifiées. Le complexe abrita plus de 2000 personnes en son point maximum opératif, incluant secrétaires spécialisés, techniciens de radio, cuisiniers, gardes SS, personnel de maintenance, interprètes, cartographes et spécialistes en chiffrement. La vie quotidienne suivait des routines militaires strictes, avec horaires synchronisés pour repas, briefings et communications avec d'autres quartiers généraux. Le 20 juillet 1944, la Wolfschanze se convertit en scénario de la tentative d'assassinat la plus célèbre contre Hitler. Le colonel Klaus von Stauffenberg, convaincu que Hitler devait être éliminé pour permettre une reddition négociée du Reich, entra dans la salle de conférence avec une valise bombe. L'attentat eut lieu dans la Lackbarak, la salle de conférence du Sperrkreis 1 à 12h42 de l'après-midi. La salle de conférence était une structure relativement légère avec fenêtres ouvertes, ce qui réduisit significativement l'effet de l'explosion. Stauffenberg avait préparé 2 charges d'explosifs plastiques britanniques avec minuteur, mais arriva seulement à en activer une due à des interruptions pendant la préparation. La bombe détonna selon ce qui était planifié, mais Hitler survécut avec des brûlures légères, blessures à un bras et une commotion cérébrale. 4 officiers moururent dans l'attentat, incluant le général Günther Korten et le colonel Heinz Brandt. La répression fut immédiate et brutale. Dans les jours suivants, plus de 7000 personnes furent arrêtées par la Gestapo, 4980 interrogées sous torture et au moins 200 exécutées publiquement. L'investigation découvrit un réseau extensif de résistance militaire, civile et religieuse de haut niveau qui avait été en train de planifier un coup d'État.
Le système de sécurité de la Wolfschanze fut renforcé drastiquement après l'attentat. On élargit les murs périmétraux, on installa des pièges anti-explosifs dans les accès, on blinda les sorties secondaires et on augmenta le personnel de garde. Le bunker de conférence original fut démoli par sécurité et reconstruit en une version plus blindée en septembre 1944. Entre 2016 et 2022, des archéologues du musée d'histoire polonaise menèrent des campagnes d'excavation et scanning lidar pour cartographier des sections inexplorées du complexe. Les découvertes inclurent des restes d'un tunnel souterrain bloqué qui connectait le bunker de Himmler avec une zone d'évasion, à 6 mètres de profondeur. On trouva des fragments de céramique militaire, composants électriques originaux et dispositifs de chiffrement partiellement détruits. Une salle partiellement enterrée contenait des documents scellés dans des cylindres métalliques qui avaient résisté des décennies d'humidité. En avril 2024, pendant une excavation dirigée dans le secteur Est, on trouva des restes humains incomplets ensevelis sous les décombres d'un poste médical effondré. L'analyse médico-légale détermina qu'ils appartenaient à un homme de entre 35 et 45 ans, décédé entre 1943 et 1944 par trauma crânio-encéphalique. Avec les restes, on trouva des insignes SS et un porte-document de cuir contenant des documents avec en tête de l'OKW. Les cylindres récupérés en 2022 contenaient des ordres de déploiement datés en juin 1944, liste d'officiers avec code d'identification interne et croquis de renforcement réalisés après l'attentat du 20 juillet. Le Führerbunker de Rastenburg se trouvait à l'extrême du Sperrkreis Ulm. Il avait des murs de 4 mètres d'épaisseur, 3 niveaux différenciés. Salle de commandement avec cartes actualisées quotidiennement, chambre personnelle avec mobilier spartiate et salle de cartes stratégique pour planification de long terme. Le système incluait filtrage d'air avec protection contre gaz nerveux et 2 sorties d'urgence cachées entre la végétation de la forêt. Les plans originaux, récupérés de l'archive du Reichsbauamt, montrent la distribution interne avec dimensions précises, incluant escaliers d'évacuation, connexions électriques redondantes et zones blindées pour communication. Des photographies prises par l'armée soviétique en 1945 montrent le bunker partiellement détruit, avec murs de béton écroulés et acier tordu, produit de l'explosion systématique réalisée par les SS avant la retraite vers Berlin. Malgré les conditions rudimentaires, le Führerbunker contenait des cartes actualisées du front, système de communication directe avec d'autres quartiers généraux, archives d'intelligence militaire et équipements pour conférences avec le haut commandement. Les conditions de vie étaient spartiates, humidité constante due à des infiltrations, pompes d'eau fonctionnant continuellement et dépendance totale de générateurs diesel pour électricité. La Wolfschanze constitua un système de commandement d'échelle opérative avec autonomie logistique complète, blindage stratégique et réseaux internes hautement planifiés. Sa découverte progressive depuis la décennie de 1990 et spécialement les découvertes entre 2016 et 2017-1024 ont permis de reconstruire non seulement son design architectural mais aussi ses fonctions opératives, beaucoup desquelles n'étaient pas complètement documentées dans les archives alliées après la guerre. L'énigme de Ries, méga-projet dans les montagnes du Hibou. Dans les montagnes du sud-ouest de la Pologne, où les pins centenaires s'entrelacent avec des affleurements de granit millénaires, gît enterré un des projets les plus énigmatiques du Troisième Reich. Le projet Ries ne fut pas une structure singulière, mais un réseau d'au moins 7 complexes souterrains qui s'étend par les Goriszowy, les montagnes du Hibou, près de l'imposant château de Książ. Sa magnitude, son propos incertain et la destruction délibérée de ses archives l'ont converti en un des mystères archéologiques les plus étudiés de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1943 et 1945, tandis que les usines allemandes succombaient sous les bombardements alliés, des dizaines de milliers de travailleurs forcés excavèrent des tunnels dans la roche la plus dure de Silésie. Ce qu'ils laissèrent derrière fut un labyrinthe souterrain partiellement terminé, dont l'objectif réel se perdit avec la destruction systématique de documents de la part des SS pendant la retraite allemande. Le projet Ries embrassait une frange extensive des Sudètes centraux dans la région de Basse-Silésie, territoire allemand jusqu'à 1945. Les complexes étaient dispersés stratégiquement entre forêts denses, profitant de la topographie montagneuse et les affleurements de gneiss.
Une roche métamorphique extrêmement dure, idéale pour excavation défensive de long terme. Les 7 sites principaux identifiés jusqu'à l'actualité incluent Ossovka, près de Gusika, Włodarz, près de Walim, Rzeczka, Jugowiec-Gorn, Soboń, Sokolek, et les extensions souterraines du château de Książ. Chaque complexe présente des caractéristiques distinctives en termes de profondeur, distribution de tunnels et degré de terminaison, suggérant des fonctions spécialisées dans un plan mètre plus ample. Les études réalisées entre 1990 et 2023 par l'Institut géologique polonais et équipe d'archéologues indépendants ont documenté plus de 9 km linéaires de tunnels excavés en distinctes phases d'avance. Le volume total de roches enlevées dépasse les 120 000 m3, dont moins de 15% est revêtu en béton armé, indiquant que la construction fut interrompue abruptement. La majorité des passages a entre 3 et 5 mètres de large, avec toits qui oscillent entre 3 et 12 mètres de hauteur, dépendant du secteur spécifique. Quelques sections présentent des niveaux multiples, spécialement à Włodarz, où il y a des vestiges de plateformes intermédiaires effondrées ou délibérément non conclues. L'excavation combinait techniques manuelles et explosives, évidenciées par les traces de perceuses et patrons de fractures dirigés visibles sur les parois de roche. Les complexes possèdent de multiples accès principaux, typiquement entre 2 et 4 entrées connectées à des chemins forestiers soigneusement cachés. À Ossovka et Rzeczka, on a identifié des puits de ventilation profonds et des canaux de drainage excavés avec précision technique. Le revêtement de béton armé apparaît seulement en secteur spécifique, suggérant que la construction suivit un chronogramme de priorité interrompu par des événements externes. Le caractère énigmatique du projet RISE se doit en grande partie à l'absence presque totale de documentation officielle complète. À la différence d'autres œuvres du Reich, où existent des archives techniques détaillées, ici les registres furent détruits délibérément par les SS face à l'avance de l'armée rouge en janvier 1945. Cette destruction systématique d'évidence a alimenté des décennies de spéculations sur le propos réel du projet. Les documents fragmentaires et récupérés incluent des plans techniques partiels trouvés dans l'archive de l'organisation Todt qui mentionne le site RISE sous la dénomination Geheime Reichsach 91/44. On a préservé de la correspondance entre Albert Speer et l'architecte Siegfried Schmelcher où se discute la relocalisation d'installations stratégiques vers Basse-Silésie pour motif de sécurité opérative. Des rapports internes du Hauptamt SS Wirtschaftsverwaltung énumèrent des ressources humaines et matériaux assignés à constructeurs dans la région de Waldenburg, mais sans spécifier le propos final des œuvres. Des témoignages du personnel SS capturé en 1945 indiquent qu'une grande partie de la documentation fut brûlée en avril de 1945 cette année, ou transportée vers Bavière dans des caisses métalliques qui ne furent jamais récupérées. L'absence de documentation complète a généré 3 hypothèses principales sur la fonction de RISE, toutes soutenues en évidence partielle ou analyse structurelle. La théorie du quartier souterrain pour Hitler soutient que RISE fut conçu comme un nouveau quartier général à être utilisé si Berlin restait menacé. La mention du complexe dans des rapports de Speer et la connexion souterraine planifiée avec le château de Książ, qui était en train d'être remodelé simultanément, renforcent cette interprétation. On trouva des ascenseurs bloqués à Książ qui connectaient avec des tunnels inférieurs, suggérant que les œuvres furent conçues pour loger de hauts commandements du Reich. Les salles les plus amples d'Ossovka et Włodarz montrent des renforts structurels similaires à ceux utilisés dans des bunkers de commandement de l'OKW, incluant des systèmes de ventilation redondants et espaces pour installation de communication avancées. L'hypothèse industrielle soutient que RISE serait une usine souterraine de production bellique, probablement pour armes de haute priorité comme les missiles V1 et V2 ou moteurs pour chasseurs à réaction. En 2010, des archéologues trouvèrent des bases de machinerie lourde et ancrages métalliques incrustées dans le sol d'Ossovka, consistant avec des installations de lignes de montage industrielles. Les dimensions de quelques galeries permettent l'installation d'équipements de production en chaîne. Des documents de Speer mentionnent explicitement l'intention de transférer partie de la production d'armement à des installations absolument sûres contre attaques aériennes, avec références croisées spécifiques,
à installation dans le secteur Waldenburg, dénomination militaire de la région où se situe Riese. Une hypothèse moins documentée mais techniquement plausible est que des parties du complexe étaient destinées à développement expérimental, laboratoire de matériaux avancés, essais balistiques ou preuves de systèmes de propulsion. À Wodarch, un des tunnels termine en une salle circulaire avec système de ventilation renforcé, sans connexion visible au reste du réseau, ce qui a conduit à l'interpréter comme possible chambre de preuve technique. Quelques plans incomplets montrent des sections étiquetées comme Energy Group AB, ce qui pourrait correspondre à des installations électriques spécialisées ou expérimentales. L'absence de connexions ferroviaires directes en quelques secteurs suggère que certaines zones pourraient avoir eu des fonctions distinctes à la production industrielle massive. Depuis 1995, le gouvernement polonais a financé des excavations archéologiques systématiques en coopération avec des universités européennes et équipes techniques spécialisées. Les campagnes entre 2016 et 2022 utilisèrent LIDAR, monté sur drone, pour cartographier des entrées cachées et galeries effondrées non enregistrées dans des plans allemands partiels. Le scanning permit d'identifier au moins 17 entrées non documentées préalablement et 4 segments de tunnels non connectés à aucune structure externe connue. On réalisa des mesures d'humidité, stabilité du gneiss et preuves d'infiltration d'eau. Les données indiquent que la majorité des tunnels pourraient supporter de grandes charges structurelles si les œuvres s'étaient complétées selon le design original. Quelques sections présentent des systèmes de drainage souterrain de design complexe avec bifurcation à différents niveaux de profondeur, ce qui suggère ingénierie hydraulique avancée planifiée pour opérations de long terme. La qualité technique de l'excavation en roche dure démontre l'usage d'équipements spécialisés et personnels expérimentés en ingénierie de tunnels. En 2014, se réinitièrent des excavations spécifiques dans le sous-sol du château de Książ, où on localisa 2 ascenseurs cachés, une chambre circulaire revêtue de briques réfractaires et un escalier d'évasion sans enregistrer dans les plans originaux du château. En 2021, on trouva un tunnel de 60 mètres qui connecte le sous-sol de l'aile ouest avec une galerie sans terminer, à 18 mètres sous le niveau du sol du château. Les excavations ont révélé que le château de Książ était en train d'être modifié simultanément avec la construction de Riese, suggérant une coordination opérative entre les 2 projets. Les tunnels de connexion étaient conçus pour permettre mouvement discret entre les installations du château et les complexes souterrains, appuyant la théorie d'usage comme quartier général alternatif. Le projet Riese représente le plus grand ensemble d'installations militaires souterraines sans terminer du Troisième Reich. Malgré son état inachevé, ses caractéristiques architecturales et l'échelle des travaux révèlent une planification qui dépassait avec excès les nécessités défensives conventionnelles. Les théories sur sa fonction ne sont pas mutuellement exclusives. Il est possible que Riese ait été conçu comme un centre logistique multifonction, destiné à abriter simultanément production industrielle, commandement militaire et personnel de haut rang. Actuellement, 3 des complexes sont ouverts au public comme musées souterrains. Ossowka, Włodarz et Rzeczka offrent des routes sûres habilitées avec illumination moderne et mesures de sécurité. Les autres installations demeurent scellées ou partiellement effondrées, en attente de futures recherches qui puissent résoudre définitivement l'énigme de leur propos original.